Alors, FCBA, mais bon, vous connaissez, donc je ne vais pas trop insister. Institut technologique forêt, cellulose, bois, construction, ameublement. Donc, le centre technique industriel de la filière bois. À peu près 300 collaborateurs sur des compétences vraiment très variées. Ce qui est très riche. Finalement, ça va de biochimistes qui travaillent sur des nouvelles essences d'arbres à des designers ou des ergonomes, en passant par des mécaniciens, des physiciens, des chimistes, des économistes et quelques boiseux quand même, comme moi. Donc, deux centres principaux, le siège qui se trouve à Champs-sur-Marne, où il y a l'activité aussi première transformation et aménagement des espaces de vie, donc où se trouve Léa. Et Bordeaux, un centre très important en termes de moyens, de volume, où on s'occupe de tout ce qui est bâtiment, bois dans le bâtiment, avec aussi de gros moyens d'essai, table sismique, essai au feu, thermique, acoustique, enfin, des moyens assez importants. Et puis on a des antennes territoriales à Nantes, à Dijon, à côté de Dijon. Et puis à Grenoble, alors il y avait une antenne mais qui vient de fermer, et il reste quand même le labo Intec Fibre, qui est une des parties chimie de FCBA, qui se trouve avec le centre technique du papier. Et là, les collègues travaillent sur les panneaux et sur la chimie verte, donc les colles vertes, les finitions bio, entre guillemets. Donc c'est une activité, une activité qui se développe parce que de plus en plus, on va chercher des molécules dans le bois. On a d'ailleurs un projet avec le pôle Excellence Bois sur ce sujet. Un excellent projet. Voilà. Tu peux passer, Léa? Donc, on fait partie du réseau des centres techniques industriels, puisqu'il y en a un pour la construction mécanique, pour le béton. Voilà, nos amis du béton qui sont un peu plus forts que nous. Donc, ça donne aussi une force assez intéressante, puisque on est quand même de plus en plus en multimatériaux, même dans le bâtiment. Et c'est quand même assez intéressant. Vas-y. Donc, nos missions, très rapidement, diffusion du savoir, un peu comme là aujourd'hui. Beaucoup de formations. Formation sur mesure principalement, même si on a un catalogue formation. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de répondre à un besoin spécifique des entreprises. Appui technique, donc là, c'est un aspect important chez nous. Ça va de la validation des caractéristiques d'un produit jusqu'à des avis techniques, notamment dans le bâtiment, pour des produits innovants, donc dits non traditionnels. Et on a pour cela un partenariat avec le CSTB, puisque le CSTB est le seul organisme à délivrer des avis techniques. Études et recherches, donc des études, alors soit privées, soit publiques. Publiques, c'est sur des fonds donc publics, soit de la profession, le Codifab, qui finance beaucoup de travaux de recherche. Ça peut être aussi les ministères, l'ANR, l'Europe. Mais à partir du moment où c'est public, les résultats sont publics, sont diffusés à tout le monde, et on travaille pour entraîner la filière finalement. Et de la recherche privée, donc là, bien sûr, c'est hyper confidentiel, où on accompagne des entreprises qui ont une idée, qui ont un projet. On les accompagne pour mettre au point, pour finaliser et valider aussi leurs produits. La normalisation, on est le seul CTI à avoir un bureau de normalisation interne. Moi, ce n'est pas mon dada, la normalisation, mais c'est intéressant parce que ça permet quand même de connaître les travaux qui sont en cours, et ça permet d'anticiper pour les entreprises, parce que comme les collègues sont dans toutes les commissions, on sait ce qui se trame, ce qui se prépare. Et moi, je viens du privé, donc j'ai un petit regard un peu plus privé, je dirais, et ça, c'est intéressant. Et on est organisme certificateur, donc c'est une activité aussi importante avec la marque CTB, on a gardé Centre Technique du Bois, le premier nom. Donc la certification est une activité importante aussi à FCBA. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, on pourrait en parler longtemps, mais on n'est pas là pour ça. Donc Léa, je te passe la parole, à toi de jouer. Très bien, merci beaucoup.
Alors, donc moi, j'interviens donc au niveau du pôle aménagement des espaces de vie, donc au sein du FCBA, et plus particulièrement au cœur de l'équipe innovation, puisque je suis designer de formation spécialisée en innovation, matériaux, procédés et systèmes. Dans l'équipe innovation, donc on est une petite dizaine, vraiment c'est une équipe pluridisciplinaire et on intervient à différents niveaux. Donc vous avez la liste sur la droite de la slide pour, d'une manière générale, accompagner les industriels dans toute leur démarche d'innovation. Et donc ça va passer par un parcours innovation, donc que l'on a nommé comme ça au sein de l'équipe, avec différents modules qui peuvent être envisagés en tant que parcours entier ou qui peuvent être pris de manière voilà, dissociable les uns des autres. Donc, vous allez retrouver par exemple une phase d'éco-conception très importante chez nous, avec un ingénieur capable d'accompagner les industriels au niveau de leurs ACV. Donc, analyse de cycle de vie, une phase de design produit, d'expertise matériaux sur laquelle je reviendrai, d'expérimentation, de prototypage, etc. Et donc, tous ces outils, finalement, on les met au service des industriels qui font appel à nous pour les accompagner en fonction de leurs besoins. Donc, c'est vraiment une formule un peu à géométrie variable et on fait principalement du sur-mesure en s'adaptant vraiment aux différents projets. Donc, si vous avez des questions, je pourrais y revenir par la suite. Moi, j'interviens donc en tant que consultante conception et veille matériaux au sein de la partie expertise matériaux. Donc, plus précisément au niveau d'Innovatech, qui est notre incubateur d'innovation et qui est notre matériothèque interne. Donc, on a la chance, comme vous le voyez sur la photo, d'avoir une grande matériothèque qui est basée à Champs-sur-Marne, donc au niveau de notre siège social. Concrètement, c'est un plateau de 250 mètres carrés qui est dédié uniquement à cette matériothèque. Donc, c'est un espace vraiment à l'intérieur duquel nous référençons les matériaux, procédés et systèmes qui sont issus de notre veille technologique, puisque avec l'équipe, on fait une veille technologique permanente pour dénicher des innovations en France et à travers le monde, tout type de familles confondues. Et on va les référencer donc de manière physique dans la matériothèque telle que vous le voyez. Donc concrètement, chaque matériau prend place dans une boîte référencée grâce à un code. Et de manière virtuelle également sur notre site internet, puisque sur notre site, sur abonnement, vous avez accès à la base de données avec toutes les fiches matériaux qui sont renseignées, avec photos, description du matériau et surtout contact du fournisseur, puisque c'est le plus important. Nous mettons en relation les industriels qui ont un besoin en termes d'innovation matériaux avec les fournisseurs en face qui sont capables de répondre à ce besoin. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la matériothèque, voici une très rapide vidéo. Vous voyez un petit peu l'espace dont nous disposons avec les différentes familles matériaux. Donc, on va avoir de tout, des plastiques, des métaux, des agro-ressources, des composites, des céramiques, etc. Également des procédés et des systèmes. Donc, par procédé, ce sera des procédés d'usinage, d'impression, de mise en forme, etc. Et système, on pourra retrouver également des systèmes acoustiques, des systèmes lumineux, des systèmes d'assemblage, ce qui fait que nous pouvons répondre comme ça à des problématiques assez variées, que ce soit en termes de, pour du mobilier par exemple, que ce soit en termes de choix de matériaux en tant que tels, donc des matières de structure et de revêtement, ou des systèmes d'assemblage. Donc voilà notre espace. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de matériaux qui est issue de notre veille la plus récente, qui a donné lieu à l'exposition Biome, Capter le vivant. Donc c'est une exposition que vous voyez ici en photo qui a été présentée en avant-première sur le salon Architect at Work Paris en septembre dernier et qui ensuite tourne un petit peu partout en France. Donc, je vais vous présenter une sélection de matériaux sur la thématique Capter le vivant. Donc, une thématique en lien avec la nature, puisque dans le cadre de cette veille spécifique que j'ai menée, je me suis intéressée aux matériaux, procédés et systèmes qui ont un lien avec la nature, que ce soit un lien direct ou indirect. Donc, je m'explique. À l'intérieur de cette sélection, vous retrouvez 43 innovations qui vont être soit directement inspirées de la nature, directement même issues de la nature. Donc, ce sera des innovations biosourcées ou biofabriquées, ou alors des innovations qui vont être inspirées, mais d'une manière plus indirecte de la nature, c'est-à-dire des innovations biomimétiques qui sont inspirées d'un fonctionnement naturel sans pour autant être biosourcées.
Voilà, donc si vous avez besoin de plus de détails sur ces termes, n'hésitez pas, je vais y revenir à travers les présentations des différents matériaux. Alors, le premier que je souhaitais vous montrer aujourd'hui s'appelle le Slim. Il a été développé par la société Voodoo. Donc, nous avons un petit échantillon à vous faire passer. Je pense que Thierry va vous le faire passer. Je vous invite à le rétroéclairer avec vos téléphones si vous le souhaitez. C'est du coup un plaquage de bois qui est translucide. C'est un tout nouveau matériau à la fois biosourcé et bio-inspiré qui est issu d'une technologie qui a été brevetée. De délignification plus d'imprégnation. Donc concrètement, il y a 2 étapes qui permettent de transformer un plaquage de bois traditionnel en plaquage de bois, comme vous le voyez, slim, donc hybride. Dans un premier temps, on va extraire la lignine du bois pour ensuite pouvoir la valoriser d'une autre manière, donc en faire de la fibre de carbone, du biocarburant ou autre. Et dans un second temps, les microcavités qui vont être du coup dégagées à l'intérieur du matériau seront comblées par un polymère biosourcé. Et le brevet, donc l'innovation repose vraiment là-dessus, sur ces 2 étapes de traitement qui permettent d'arriver à un matériau composite qui va avoir des propriétés augmentées. Donc vous le voyez, le matériau est translucide, donc c'est intéressant d'un point de vue esthétique principalement. Il est également imperméable, imputrescible, indéformable sauf à chaud, puisqu'on peut le thermoformer, puisque le polymère qui a été introduit à l'intérieur est un thermoplastique. Il est également inifuge et surtout 3 fois plus résistant que le plaquage de bois d'origine. Donc ça permet vraiment d'augmenter les propriétés du matériau en renforçant également l'aspect esthétique du bois, puisque la couleur de l'essence choisie et les motifs vont être renforcés via ce procédé de traitement. Donc concrètement, vous allez avoir vraiment la couleur qui va ressortir et qui va persister dans le temps. Donc, vous n'aurez pas d'effet de grisaillement sur l'essence choisie. Votre bois couleur acajou, par exemple, restera vraiment dans le temps avec une couleur très intense. Et les motifs du bois de l'essence choisie aussi sont renforcés par ce procédé. Techniquement, donc, l'avantage au-delà des aspects esthétiques, c'est que le matériau devient thermoformable. Donc, vous allez pouvoir vraiment le thermoformer à façon pour, par exemple, avoir... L'entreprise avait travaillé pour un concept car de voiture. Elle a thermoformé tout un tableau de bord de voiture qui donc est en bois composite. Lorsque la voiture est éteinte, le tableau de bord paraît être en bois, sans aucun cadran visible. Un peu comme une Tesla, vous voyez, très épurée. Et lorsque vous décidez d'allumer votre voiture, les cadrans, les compteurs apparaissent à travers le matériau et vous pouvez interagir avec votre voiture de manière tactile à travers la matière, puisqu'elle est aussi tactilement conductrice. Donc, vous pouvez placer des écrans à l'arrière et interagir avec. Donc, une première innovation, voilà, développée en France, avec une petite aide du MIT quand même, mais tout de même développé par un Français, un architecte, à la fois biosourcé et bien inspiré. Je continue et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. J'aurais juste une question. Est-ce que le matériau laisse passer les télécommandes si on le place en façade d'un meuble pour piloter des appareils à travers le matériau? Normalement, oui. Je n'ai pas essayé personnellement, mais l'entreprise m'a dit que oui. Merci. Voilà. Donc à tester. Je pourrais essayer si vous voulez à la matériothèque. Deuxième matériau, donc le Slack, qui a été développé par la même société, donc qui se nomme Voodoo, et qui se base sur le même brevet. Mais c'est un matériau qui est beaucoup plus épais et qui, lui, est destiné à la construction. Donc, c'est vraiment en fait un bois composite, un biomatériau haute performance qui, à terme, pourrait se positionner comme une alternative au béton. Du moins, c'est l'objectif de la société qui l'a développé. Donc, c'est le même procédé d'imprégnation que le bois slim, c'est-à-dire, voilà, on retire la lignine dans un premier temps et on injecte par la suite, on imprègne la matière avec un biopolymère. Et ça vous permet d'obtenir ce matériau-là bien plus épais, qui du coup ne va pas être translucide, mais ce n'est pas l'effet recherché, mais qui va être très résistant d'un point de vue mécanique, également imperméable, imputrescible et inifuge, on garde les mêmes propriétés, et surtout stable d'un point de vue dimensionnel. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de sa résistance, donc toujours 3 fois plus résistante que le bois d'origine,
cette stabilité dimensionnelle pourrait à terme permettre d'envisager des immeubles de grande hauteur en bois sans avoir de variations dimensionnelles telles qu'on peut les connaître avec le bois traditionnel. Donc c'est un matériau qui est encore en plein développement et qui n'a pas encore été éprouvé sur un bâtiment de telle ampleur. Mais voilà, un matériau à suivre, du moins. Et ensuite, en fin de vie, l'entreprise, évidemment, réfléchit déjà aux possibilités qui pourraient s'offrir à nous pour recycler ces matières qui pourraient arriver sur le marché dès demain. Donc, on va avoir une remise en forme à chaud qui va être possible puisque la matière est thermoplastique, donc on va pouvoir la chauffer et la remettre en forme pour réemployer le matériau directement. Ou alors la broyer en copeaux qui seraient recyclables. Et l'entreprise travaille également sur une troisième voie qui serait très intéressante de mon point de vue. Donc, c'est un développement qui est en cours qui permettrait d'extraire la résine biosourcée du composite. Donc, c'est toujours l'enjeu quand on fait face à un composite, c'est comment réussir à dissocier les matières qui composent ce produit fini pour les recycler de manière séparée en fonction des différentes filières de recyclage. Et donc, on pourrait ensuite recycler la résine d'un côté et garder le bois sans lignine, donc principalement voilà, la cellulose, hémicellulose, de l'autre côté. Et cette société travaille également à l'élaboration, donc toujours sur l'exploitation du même brevet de base, de deux autres matériaux qui s'appellent pulpe et flot, et qui seraient respectivement des alternatives au plastique et au textile. Donc l'idée pour cette entreprise, c'est vraiment de développer une gamme de matières qui se base sur la même technologie et qui seraient des alternatives respectives à plein de matériaux traditionnels que l'on emploie dans plein de secteurs d'activité. Voilà. Donc un matériau qu'on peut utiliser aussi potentiellement dans l'ameublement. Hein. C'est le domaine de destination est plutôt, enfin imaginé à la base, c'est plutôt le bâtiment, mais on peut très bien l'utiliser en structure pour du mobilier. Vous allez voir ici une courte vidéo. Donc, vous voyez les plaquages sont translucides et sont composés de bois et de résine biosourcée. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient ce matériau, enfin ces matériaux du coup, cette technologie? J'avais entendu, mais je n'avais pas toutes les explications que vous avez. Il y a eu des parutions dessus, mais voilà. J'avais connaissance sur la voiture, en l'occurrence. Oui. Ben, on en a surtout entendu parler enfin, c'était surtout voilà, le bois translucide, la révolution du bois translucide, mais au-delà de cet aspect esthétique, il y a des propriétés mécaniques qui sont vraiment intéressantes. Et donc, c'est un bois composite qui ouvre la voie à plein d'usages augmentés, si vous voulez, par rapport au bois traditionnel. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et est-ce qu'ils produisent ce bois? Oui, alors ils produisent, mais en petite quantité pour l'instant, en toute petite quantité. Et donc pour le moment, cette entreprise travaille principalement avec le domaine du luxe, parce que ben, forcément, c'est toujours comme ça au début, l'innovation, le matériau coûte très très cher à produire. Mais leur but à terme, c'est d'augmenter les capacités de production et donc mécaniquement de faire baisser les coûts, évidemment. Est-ce qu'on est limité en dimension? C'est du bois déroulé et des plaquages. On peut faire des grandes surfaces? On peut faire de grandes surfaces. J'ai vu des panneaux entiers. Alors, je n'ai pas les dimensions. Ils font principalement du sur-mesure. Donc là, il faudrait s'adresser directement à eux pour avoir leur dimension max. Mais j'ai déjà vu des grands panneaux de 2 mètres de haut avec cette technologie-là. Et c'est toute essence ou il y a des essences favorites? Non, c'est toutes les essences. Et donc après, ça va dépendre de la couleur que vous souhaitez avoir et des motifs. Est-ce qu'on sait ce qu'est la résine biosourcée? Excusez-moi, est-ce qu'on sait ce que c'est ça, comme résine? Oui.
Non, justement, alors là, c'est protégé par le brevet. Ça peut poser une question quand même. Oui. Oui. Non, mais là, c'est protégé par le brevet. Donc, nous, à la Matériothèque, c'est une bonne question. En fait, on est là pour trouver des innovations, donc faire de la veille, et ensuite les restituer auprès des entreprises qui font appel à nous. Mais forcément, il y a certaines informations qui sont gardées, qui sont sous secret par les entreprises. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, nous, on effectue la mise en relation et ensuite, vous traitez directement avec l'industriel qui va éventuellement décider de lever ou pas le secret. Et tout ce qui va être délai d'approvisionnement, coût, etc., nous, on n'y prend pas part. Ça se passe vraiment en direct entre l'entreprise qui souhaite être fournie en matériaux innovants et le fournisseur. Et puis, il y a sur l'aspect purement environnemental, il y a la polymère biosourcée, mais il y a aussi tout le process pour enlever la ligne qui ne doit pas être, qui doit être un peu comment dire, impactant. Ça attise la curiosité déjà. Le process d'imprégnation? Non, 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 pour enlever la ligne. Ah oui. Mais après, c'est-à-dire que ça se calcule. Donc nous, au sein de l'équipe, je vous en parlais rapidement tout à l'heure, on a une personne qui réalise des analyses de cycle de vie, qui fait des bilans environnementaux. Donc ça peut se calculer. Effectivement, vous allez avoir peut-être un petit peu plus d'impact au niveau de la phase 1 matière première. Mais si votre matériau est plus résistant d'un point de vue mécanique et résistant dans le temps, vous allez augmenter sa durée de vie et donc avoir des impacts plus faibles sur d'autres aspects de l'analyse de cycle de vie. Donc bon, ça peut se compenser. Donc ça se calcule en fonction des typologies de projets. Alors, je passe maintenant à ce matériau souple, donc qui n'a rien à voir, le Deserto. Vous allez avoir un échantillon également qui va vous être proposé. Donc c'est un cuir végétal à base de cactus, à la fois biosourcé et bio-inspiré. C'est une matière très souple, vous allez le voir, qui ressemble un petit, enfin, qui se positionne comme une alternative au cuir, une alternative aussi au sky, donc au cuir synthétique. C'est un matériau qui va être totalement vegan, qui est inspiré en fait de la forte liaison moléculaire que l'on va retrouver à l'intérieur des cactus. Et donc c'est des ingénieurs qui ont étudié la manière dont les molécules en fait se structurent à l'intérieur du cactus et qui en ont déduit donc un principe qui a permis de développer ce matériau-là, qui est donc à la fois constitué de cactus et inspiré des cactus. C'est un des rares cuirs végétals qui va avoir des performances techniques vraiment intéressantes en termes de résistance à l'abrasion, notamment au frottement, à la déchirure et à la traction, puisque la plupart du temps sur le marché, j'ai vu arriver beaucoup de, entre guillemets, cuirs végétaux pour remplacer les cuirs traditionnels, donc animaux, voilà, puisque les personnes véganes souhaitent se détourner de ces matières-là, et les cuirs synthétiques qui sont issus de la pétrochimie. Mais la plupart du temps, ces matériaux-là qui arrivent sur le marché ne sont pas très résistants et ne sont pas toujours compatibles avec certains usages tels que l'ameublement, par exemple. Et pour celui-ci, c'est le cas. Donc, c'est vraiment un des rares qui va être très résistant à l'abrasion, à la traction, au frottement. Et donc, vous pouvez utiliser pour du revêtement en ameublement, pour voilà, des choses, des usages qui vont être soumis à des contraintes, on va dire, mécaniques assez fortes. C'est un matériau également qui va être résistant aux bactéries, aux moisissures, aux différentes tâches possibles, à l'humidité, aux UV et au feu. Et qui a donc des spécifications techniques qui sont compatibles à l'heure actuelle avec différents domaines, puisque l'entreprise travaille avec les domaines de la mode, de la maroquinerie, de l'ameublement et de l'automobile. Et en fin de vie, ce matériau pourra être biodégradable à 50%, donc c'est les 50% qui correspondent à la charge de biosourcé dans la matière. Les 50 autres % devront être traités dans une filière spécifique. Au sein de cette exposition Biome, j'avais également donc référencé plusieurs objets en mycélium, dont celui-ci, donc c'est une lampe, mais on peut tout à fait envisager plein d'autres objets, qui a été développé par la société Grande Bio. Donc ce sont des objets qui sont développés en composite de mycélium. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous
connaissent ou pas le mycélium, mais en fait, c'est un champignon à la base, hein, c'est une souche de champignon qui va être positionné dans un moule sur un substrat agro-industriel qui va lui servir de nourriture, en fait, de substrat. Et la souche va créer un réseau de racines qui va petit à petit venir phagocyter le substrat qu'on lui aura donné à manger pour créer l'objet final qui va se développer à l'intérieur du moule. Une fois que la croissance du coup est terminée, le matériau qui est donc à la fois biosourcé et biofabriqué, puisque c'est une matière vivante qui se déploie, qui croît à l'intérieur du moule, on va tout simplement venir démouler l'objet et le figer donc en le chauffant pour stopper la croissance des souches racinaires. Et vous allez obtenir un matériau composite qui va avoir des propriétés très intéressantes, qui va être très léger, qui va être également très absorbant en termes de choc. Donc, vous pouvez créer des emballages à partir de mycélium, par exemple. Voilà, très léger et très absorbant. Un matériau qui va avoir également des propriétés thermiques et acoustiques et qui est donc totalement naturel, que l'on peut fabriquer n'importe où et donc fabriquer en circuit court, puisqu'il suffit d'avoir des souches en fait, de mycélium, de champignons et n'importe quel déchet agro-industriel pour créer ce matériau composite. En fin de vie, l'avantage, c'est que le matériau va être totalement biodégradable et c'est également un des rares matériaux qui va avoir la capacité tout au long de sa croissance, en fait, tout au long de son processus de création, de capter le CO2 de l'atmosphère. Donc, en général, c'est plutôt l'inverse. Les matériaux, lors de leur process de fabrication, émettent du CO2. Là, on est sur une matière vivante qui capte du CO2 et qui la stocke à l'intérieur du matériau tout au long de sa durée de vie. Donc, c'est vraiment un puits à CO2 très intéressant d'un point de vue environnemental. Et alors ensuite, ce matériau, voilà, on peut en faire, je vous disais, de l'emballage, des panneaux d'isolation, des produits d'aménagement intérieur. Enfin, c'est vraiment une matière, je pense, à fort potentiel pour l'avenir, que l'on retrouve, que les designers du moins s'approprient petit à petit et que l'on retrouve sous différentes formes aujourd'hui. Ça prend beaucoup de temps de faire une opération pour créer un objet. Le fait que ça se mette en place. Le fait que ce soit un matériau vivant qui va devoir être cultivé, en fait, ça va prendre quelques jours en fonction de la taille du produit fini. Cette lampe, alors vous n'avez pas d'échelle sur la photo, c'est une petite lampe de cuisine plutôt, je dirais. Elle a pris 10 jours à peu près à fabriquer. Donc bon, c'est un petit peu long peut-être, mais c'est un matériau disponible à l'infini, entre guillemets, dans le sens où les souches de mycélium, il suffit de les faire se reproduire. Et vous pouvez, à partir de déchets et de matières biosourcées, créer à l'infini ce composite, sans process de production complexe et énergivore. Et n'importe où dans le monde. Ça se fait tout seul, quoi. Voilà, ça se fait tout seul. C'est vraiment un matériau vivant et c'est pour ça que je l'ai classé dans la catégorie des biosourcés et des biofabriqués. C'est vraiment une matière que l'on va cultiver. Et c'est aussi un axe intéressant pour l'avenir, pour faire face aux problématiques environnementales que nous rencontrons, d'essayer de cultiver nos matériaux plutôt que de les produire via des ressources fossiles. C'est quoi sa densité? Sa densité, tu la connais? La densité? Non, Ouais. de tête, là, honnêtement, je ne pourrais pas vous la donner parce que ça dépend, en fait, ce serait une fourchette de densité, puisque ça va dépendre du substrat qu'on aura positionné dans le moule. Le substrat peut être plus ou moins dense et vous allez avoir, en fait, les souches de mycélium, donc ça fait vraiment un système racinaire qui va venir phagocyter les déchets biosourcés et agir comme une sorte de colle naturelle pour créer un bloc de biomasse au final. Donc forcément, si vous avez donné un substrat plus ou moins dense à la base, vous allez obtenir un matériau final plus ou moins dense aussi. Et ça pourrait servir de liant à une autre matière qui n'est pas rigide pour remplacer une colle, par exemple? Alors, il y a plein d'études sur le mycélium à l'heure actuelle. Il y a des textiles qui sont produits comme ça, des entre guillemets cuirs de mycélium qui sont produits
sur un liquide justement pour que le mycélium se développe mais à plat et en très fine couche pour créer une sorte de cuir de mycélium, enfin une matière un peu souple mais tout de même un peu épaisse. Donc oui, c'est un système racinaire qui peut finalement agglomérer des matériaux entre eux et créer soit des blocs, soit des matières plus fines et souples. Mais c'est pas encore. Il y a plusieurs entreprises en France, en Europe et dans le monde qui sont positionnées sur la production de mycélium. Mais ça reste encore des petites productions. C'est principalement de l'emballage et des petits objets, dont tels que cette lampe, vous voyez. C'est des objets qui ne sont pas soumis à des grosses contraintes mécaniques dans tous les cas. Et puis bon, après, on voit aussi de plus en plus d'architectes ou de designers qui développent des projets un petit peu, des projets un peu emblématiques à base de mycélium, mais ça reste assez confidentiel pour le moment. C'est en plein développement. Donc ensuite, comme vous le voyez un petit peu sur la photo, vous allez avoir un aspect de surface légèrement irrégulier que je trouve assez intéressant. La seule contrainte, c'est que le matériau peut légèrement s'effriter en fonction de ce que vous faites avec. Donc, vous pouvez appliquer une cire naturelle pour le stabiliser et pour le rendre imperméable aussi. Donc, ça se fait sur du packaging, par exemple. Mais ce sera tout de même un matériau qui restera relativement fragile. C'est isolant thermiquement? Oui. Oui, oui. D'ailleurs, on le retrouve sous forme de panneaux d'isolation, du coup. Je passe maintenant à une autre matière souple, donc le bioprène qui a été développé par la société Sorus, donc qui est ici employé pour une combinaison de surf biosourcée. Le bioprène, c'est vraiment une alternative au néoprène traditionnel que l'on connaît tous et qui est employé pour ces fameuses combinaisons de surf. Le néoprène, c'est un matériau qui est pétrosourcé et qui n'est pas recyclable en fin de vie. Et donc, cette société a décidé de développer son propre matériau biosourcé qui est composé d'un mix de caoutchouc naturel, de canne à sucre, d'huile végétale non alimentaire pour ne pas rentrer en concurrence avec les productions destinées à l'alimentation humaine, et une charge minérale qui va être de la poudre de coquille d'huître. Alors, là, j'ai une petite vidéo du coup avec le fondateur de l'entreprise qui vous explique un petit peu la démarche. Je ne sais pas. Beaucoup de sports outdoor ont un impact environnemental très important. Ocean Protect, c'est un label sur lequel on travaille depuis 2 ans. Dans ce label, on intègre le cycle de vie complet des produits. Et c'est un label qu'on impose à nos combinaisons quand on considère qu'elles sont suffisamment éco-conçues. Il y a encore 10 ans, les combinaisons étaient faites quasiment à 100% de produits issus du pétrole. On a commencé à travailler, nous, depuis 2013, à intégrer des polyesters recyclés sur les doublures, puis de l'EVA pour remplacer en partie le pétrole dans la mousse. Le bioprène, c'est un échange d'idées entre nous et une de nos usines. Eux travaillaient sur un nouveau mélange utilisant du recyclage de canne à sucre, d'huile issue de graines non comestibles et d'EVA. Nous, on est arrivé avec l'idée donc de remplacer le calcaire issu des mines par du calcaire issu du recyclage de coquilles d'huîtres. On a investi donc sur la machine à broyer les combinaisons. On sera capable de broyer plus de 20 000 combinaisons en 2021 et on espère pouvoir broyer l'équivalent de ce qu'on produit en 2022-2023. Stratégiquement, c'est vraiment un placement très intéressant. On est une marque française, on a beaucoup d'avance par rapport à nos concurrents sur toutes les co-conceptions. Ça pousse tout le monde vers le haut et c'est une bonne chose.
Donc, je passe maintenant au panneau Next. Donc, vous avez également un échantillon qui va circuler, qui est le tout premier panneau MDF 100% biosourcé au monde. Donc, c'est une innovation française, une innovation Cocorico, qui a été co-développée par FCBA, puisque nous avons travaillé avec la société Evertree pour développer un adhésif biosourcé qui est issu de tourteaux oléoprotagineux. Donc, c'est des déchets, en fait, c'est des coproduits de la culture du colza et du tournesol. Donc, vraiment des déchets qui, de toute façon, n'auraient a priori pas été valorisés, sauf éventuellement pour de l'alimentation animale. Et donc, la nouvelle colle qui émane de cette recherche, voilà, de cette toute nouvelle formulation, l'avantage, c'est qu'elle va être disponible en grande quantité et elle est également compatible avec toutes les chaînes de production existantes. Donc, pour les industriels du panneau, c'est intéressant puisqu'ils n'ont pas besoin de réadapter leur chaîne de prod. Ils peuvent tout simplement fabriquer leur MDF, donc comme d'habitude, avec de la poussière de bois, mais associée à ce nouvel adhésif, sans changer leurs équipements. Et le panneau de bois composite qui est ainsi obtenu va avoir des propriétés donc similaires au MDF traditionnel. Il se travaille de la même manière, il va avoir la même résistance mécanique, par exemple, et il est totalement biosourcé. Donc, c'est la première fois qu'on arrive à avoir un panneau 100% biosourcé avec les mêmes propriétés mécaniques que les panneaux traditionnels, puisque des études sur ce sujet sont menées depuis de nombreuses années, mais jusqu'à maintenant, les propriétés étaient toujours plus faibles, ce qui ne permettait pas de mettre vraiment sur le marché à grande échelle un panneau de MDF avec des propriétés trop faibles. Donc voilà, ça c'est un panneau qui est distribué chez Panneaux de Corrèze, que vous pouvez déjà retrouver sur le marché et qui se diffuse progressivement. Donc vous allez le voir, grâce à l'échantillon, on dirait vraiment du MDF traditionnel, pas de différence que ce soit visuellement, que ce soit en termes d'odeur, enfin voilà, pas de différence notable. C'est vraiment au niveau de la composition que tout se joue. Et du coup, ça supporte le même type de traitement de surface? Alors, je ne vous entends pas très bien, excusez-moi. Est-ce que ça supporte les mêmes traitements de surface? Oui. Que les autres? Oui, oui. Donc, on les a testés évidemment chez nous dans nos laboratoires, d'un point de vue mécanique et puis en termes de finition aussi. Et le comportement avec de l'eau ou de l'humidité? C'est la même chose que du MDF traditionnel. Il est vraiment... Non, mais après, j'ai pas les résultats de test là tout de suite à vous communiquer, mais pour l'instant, les essais qui ont été menés montrent, vraiment, c'est un matériau qui est équivalent au MDF traditionnel et c'est pour ça qu'il a pu être commercialisé. Et industriellement, on peut conserver les mêmes outils ou il faudrait les changer? Oui, justement, vous conservez les mêmes outils. Les lignes de production sont inchangées. Donc, c'est bien plus, c'est plus facile pour les fabricants de mobilier, par exemple, de changer de fournisseur et de passer avec ces panneaux-là. Ils n'ont pas besoin de réadapter leur ligne de prod. Et justement, en capacité de production, on en est où là, sur ce produit? Alors, forcément, c'est le début encore, mais je vous encourage à vous rapprocher de l'entreprise pour voir avec eux quel serait leur volume de production possible et puis surtout les délais d'approvisionnement. Est-ce que vous savez si on est limité en épaisseur pour des épaisseurs fines? J'ai pas l'information. Vous souhaiteriez descendre à combien? Après, c'est de se rapprocher de 3 mm. J'en ai jamais vu en aussi fin pour l'instant. Mais bon, là, encore une fois, voilà, j'ai pas de panneau aussi fin à la matériothèque, mais il faudrait contacter le fournisseur également pour lui poser la question. En fait, quand moi, je reçois des entreprises à la matériothèque et qu'il y a certaines questions comme ça qui émergent, derrière, je recontacte l'industriel pour obtenir des réponses, ce qui me permet aussi de compléter les fiches avec toujours plus d'informations. On fait de la mise à jour au fur et à mesure que le produit progresse aussi, au fur et à mesure que le produit se développe.
Donc là, c'est un produit qui est assez nouveau, ce qui fait que j'ai pas encore toutes les informations sur même tous les essais qui ont été menés, etc. Mais progressivement, la fiche va s'étoffer. Si on veut faire de l'alvéolaire avec, de savoir si effectivement on peut avoir des épaisseurs fines pour couvrir des panneaux alvéolaires. D'accord, ben là, il faudrait effectivement que je me rapproche de l'industriel pour poser la question parce que moi, j'ai uniquement des panneaux tels que vous le voyez, tels que celui qui circule, et j'ai pas plus fin encore pour le moment. Alors, je passe maintenant au Sani Concentrate, qui n'est pas vraiment un matériau, mais plutôt un composant antimicrobien qui va être en fait intégré dans un autre type de matériau en tant que charge, donc un plastique par exemple. Vous avez un petit échantillon qui va circuler également. Et c'est une technologie à la fois biosourcée et bio-inspirée qui va mimer les propriétés immunitaires de la peau humaine, donc qui est vraiment inspirée de la manière dont notre barrière cutanée fonctionne pour nous protéger des infections, grâce à un oligo-élément qui est totalement naturel, totalement biosourcé, et qui va recréer ce mécanisme de défense voilà, naturel que l'on retrouve à la surface de notre peau. Donc c'est un composant qui va être antimicrobien et virucide, donc intéressant vu la crise sanitaire que nous venons de traverser et que nous traversons encore, et qui, selon les tests réalisés en laboratoire, est efficace à 99,9%. L'intérêt de ce composant par rapport à tout ce qui a pu émerger sur le marché depuis 2 ans, c'est qu'il va être incorporé dans le matériau, donc dans le plastique, de manière homogène au moment de la formulation du matériau. Donc, ce n'est pas un revêtement de surface, si vous voulez, c'est vraiment une charge à l'intérieur de la matière qui va du coup perdurer dans le temps, puisque contrairement à un revêtement qui peut s'altérer en surface, ici, le matériau confère des propriétés antimicrobiennes à toute la matière. Donc, si vous avez votre matériau qui est rayé en surface ou légèrement altéré, l'effet antimicrobien et virucide persiste. C'est également un composant qui est totalement naturel, ce qui est assez rare à l'heure actuelle sur le marché, qui ne comprend pas de biocides, qui n'est pas à base d'argent ou de nanomatériaux, puisque sur les nanomatériaux, j'avais fait une veille justement au moment où on a traversé la crise Covid, sur toutes les solutions virucides qui peuvent exister. Et c'est vrai qu'on retombe souvent sur des solutions à base d'argent, de cuivre ou de nanomatériaux, sur lesquels, donc ces fameux nanomatériaux, on n'a pas forcément toujours énormément de recul. Autre avantage de cette technologie par rapport aux autres, c'est qu'elle ne migre pas, ce qui la rend apte au contact alimentaire. Voilà, donc sa durée de vie est illimitée. Sa durée de vie correspond à la durée de vie du matériau final dans lequel elle a été introduite. Et autre petit avantage, au-delà de ses propriétés du coup virucides et antimicrobiennes, comme c'est une charge, ça va également permettre d'améliorer les propriétés mécaniques du matériau final. Donc je trouve que par rapport à toutes les solutions que j'ai pu voir ces derniers temps, des solutions donc virucides, c'est vraiment un matériau qui dénote, qui sort du lot, parce qu'il est totalement naturel et pour autant très performant. Et donc, on voit bien que certaines solutions très performantes se situent dans la nature et non pas dans l'industrie. Voilà. Pétrole. Comment? Pas dans le pétrole. Oui, voilà, non. Bon, après, c'est un positionnement personnel, hein, mais... Mais forcément, à travers cette veille matériaux et à travers nos choix d'exposition de thématiques, etc., on essaie aussi de correspondre aux besoins des industriels et puis de véhiculer certains positionnements éthiques qui nous sont chers au sein de l'équipe. Voilà. Il est nécessaire que ce soit dans la masse, ça ne peut pas être un traitement de surface? On ne peut pas faire un traitement de surface avec ce matériau? Ben justement, non. Celui-ci, sa particularité, c'est qu'il doit être intégré. En fait, c'est un composant. Mais parce que donc vous en auriez eu besoin sous forme de revêtement plutôt? On pourrait considérer qu'on peut, pour économiser le volume, on peut faire juste le traitement de surface, puisque c'est l'idée, c'est un peu les propriétés de la peau. Donc,
C'est la surface qui compte, pas à l'intérieur. Donc, si je voulais minimiser en termes de sobriété, faire moderne, le volume de produits, je fais juste le traitement de surface. Oui. Pour l'instant, non, c'est dans la masse. D'accord. Mais après, si vous voulez, j'ai d'autres. Enfin, à la matériothèque, là, évidemment, je vous montre aujourd'hui que quelques solutions qui correspondent à la thématique qu'on a présentée récemment. Mais dans la matériothèque, j'ai plus de 2000 références. Donc, je vais également avoir d'autres références en lien avec cette thématique-là, des matériaux et des revêtements antimicrobiens et virucides. Et j'en ai un autre sous forme de revêtement cette fois-ci, mais qui est aussi totalement biosourcé et naturel, mais juste en revêtement de surface, du coup, pas dans la masse. Et là, ce composant, est-ce qu'il peut être associé à un vernis ou une peinture? Et entrer dans la composition. Est-ce qu'on peut y associer un vernis par-dessus? Est-ce qu'on peut le faire rentrer dans la composition d'un vernis ou d'une peinture? Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas si c'est possible. L'entreprise s'est pas du tout positionnée là-dessus. Elle travaille, c'est une entreprise qui travaille avec des polymères, donc elle s'est pas du tout positionnée là-dessus. On peut imaginer qu'ils fassent avec des poignées, des boutons de meubles comme ça, mais par contre, ils ne peuvent pas après avoir, comme disait monsieur, des peintures ou une laque par-dessus, sinon ça isole du coup le... Ah oui, oui, il faudrait réussir, comme vous le disiez, je ne vous vois pas, mais à intégrer ce composant dans la peinture, du coup. Mais effectivement, si on met une peinture ou un vernis par-dessus, ça ne fonctionne plus. Il faut le garder tel que teinté, dans la masse. En fait. Ouais. Donc là, pour le coup, avec des peintures ou d'autres types de revêtements, je vous orienterai plutôt vers d'autres solutions, pas celle-ci. C'est pas l'objet là. Je passe maintenant à une autre technologie. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu un panel de tout ce qu'on peut référencer chez nous. Et comme vous le voyez, c'est très, très varié. On a vraiment de tout. Ici, c'est une biotechnologie luminescente qui a été développée par une start-up française également, qui s'est inspirée du phénomène naturel de bioluminescence pour produire de la lumière de manière alternative, donc sans utiliser de LED notamment. Grâce à une technologie totalement biosourcée qui est également cultivable à l'infini comme le mycélium dont je vous parlais tout à l'heure, biodégradable à base de micro-organismes marins. Et donc pour vous expliquer un petit peu cette technologie, j'ai une vidéo qui va suivre. Développe un système de lumière biologique qui fonctionne sur un phénomène qui s'appelle la bioluminescence, qui est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière dans la nature. Ça va être les lucioles et les vers luisants sur Terre et plus de 80% des animaux marins. Et donc nous, on utilise des micro-organismes qui viennent de la mer et qui sont capables de produire cette lumière biologique. J'ai été confrontée à un concours dont le thème était la biologie. Je suis tombée sur cette vidéo sur les poissons des abysses et je me suis dit, si ces poissons sont capables de faire de la lumière dans la nature, est-ce que nous, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas être capable de copier ce qu'ils font pour répondre à des problématiques, notamment environnementales? L'objectif, c'est effectivement de remplacer la lumière électrique, notamment dans le paysage urbain, là où il y a le plus d'impact à la fois économique et écologique. Donc ça va être sur du mobilier urbain, dans des parcs et jardins, dans des souterrains, sur des façades de bâtiments. Et entre-temps, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. La bioluminescence a aussi des vraies qualités uniques de lumière et apporte des choses en termes de bien-être. Et c'est aussi pour ça qu'en plus de ces applications urbaines, on a développé notamment une salle de relaxation illuminée par la bioluminescence qui permet de se reconnecter à la nature pendant cette expérience.
Donc, je passe au matériau Biolith développé par la société Biomaçon, qui est un biociment biomimétique. Ça fait beaucoup de bio dans la même phrase. Donc, une matière à la fois biosourcée, bio-inspirée et biofabriquée, puisqu'elle est constituée de carbone, de calcium et de micro-organismes naturels. Donc, comme la vidéo d'avant, on s'inspire de la nature et les micro-organismes sont des sources d'innovation potentielles énormes. C'est donc un ciment alternatif. Vous allez avoir un petit échantillon qui va circuler, qui est inspiré des écosystèmes marins et donc en particulier de la manière dont les coraux se structurent entre eux. Et c'est l'observation de la croissance des coraux qui a permis de développer ce matériau. Et cette technologie qui se développe selon le cahier des charges du vivant, ce que l'on appelle le cahier des charges du vivant, c'est-à-dire dans des conditions de chimie douce, de chimie verte, à température ambiante et voilà, sans avoir besoin d'énormément d'énergie, etc. Donc, c'est vraiment des matériaux très intéressants qui se développent en se calquant vraiment sur des processus naturels. C'est un matériau qui va, tout comme le mycélium dont je vous parlais tout à l'heure, capter également du dioxyde de carbone tout au long de son processus de croissance, puisque c'est un matériau donc biofabriqué également qui va croître, qui va se cultiver, et le stocker à l'intérieur du matériau. Donc, c'est vraiment intéressant, surtout lorsqu'on parle d'un ciment, puisque le ciment traditionnel et la production de béton, d'une manière générale, produit énormément de dioxyde de carbone. Donc là, c'est tout l'inverse. On va en stocker et non pas en produire. Et en stocker sur une grande durée de vie également, puisque théoriquement, ce ciment et donc les bétons qui sont produits à partir de ce matériau vont plutôt être destinés à la construction, ou enfin du moins à des usages qui vont être durables dans le temps, et donc stocker de manière durable également ce fameux dioxyde de carbone. Donc séquestrer ce dioxyde dans le matériau. Donc c'est vraiment assez intéressant. Voilà. Ça se comporte réellement comme un ciment lambda ou il y a des fragilités par rapport à l'eau, par exemple? D'un point de vue mécanique? Mécanique et puis aussi comportement, enfin, réponse à l'humidité. Les tests montrent qu'il est compatible avec tous les usages traditionnels, donc en extérieur, en intérieur, il n'y a pas de contraintes particulières. Résistant à l'humidité, résistant aux UV, résistant au gel aussi également. Et comment le processus de biofabrication se stabilise? Là, ça fait partie du brevet encore une fois. C'est bien, je vois que vous avez plein de questions, donc les matériaux vous intéressent, mais on n'a pas accès à toutes les informations sur tous les matériaux qu'on référence du coup, parce que ça fait vraiment partie du secret du brevet. Ouais, sur ce matériau-là, il y a une limite à la capacité de production, parce que ça paraît génial là, de se dire on fait du ciment, des dalles, enfin tout ce qu'on veut de manière bio et ça pousse tout seul. Oui, c'est le problème, c'est-à-dire que ça pousse tout seul, mais bon, donc on est quand même sur des productions qui sont assez limitées par rapport à l'industrie du béton aujourd'hui, enfin telle qu'on la connaît, c'est un tout petit. Qu'est-ce qui est limitant? Ouais. Oh, après là c'est plus un débat politique, mais les lobbies du béton sont tellement énormes que. Non, mais dans la production, c'est la quantité de micro-organismes, c'est le temps de production, c'est quoi qui pourrait faire la limite à la production de ce biomatériau? Oui. Les ça deux. part magique. Donc pourquoi on recule? Non, mais les deux, le sourcing de micro-organismes et puis le temps de production, qui est supérieur au temps de production du ciment classique. Donc le coût évidemment du matériau final est bien supérieur aussi. Tous les matériaux que je vous présente qui sont alternatifs à des matières traditionnelles sont systématiquement plus chers que les fameuses matières traditionnelles. Donc moi j'ai pas forcément les prix parce que ça varie beaucoup trop. On ne pourrait pas mettre à jour nos fiches en temps réel avec toutes les fluctuations de prix. Et puis ça va dépendre aussi des quantités qui sont commandées. Mais c'est souvent un frein auquel on doit faire face, c'est-à-dire que ces matériaux sont, oui, géniaux, mais beaucoup plus chers.
Et La beaucoup plupart plus du cher, alors que ça demande moins d'énergie pour le produire. Donc du coup, c'est quoi qui fait que c'est plus cher? Est-ce que c'est parce que ça demande énormément de surface? Est-ce que c'est parce que c'est les micro-organismes qui sont encore trop rares? Qu'est-ce qui fait du coup que c'est plus cher alors qu'on a l'impression que oui, c'est... Parce que c'est une innovation et que les volumes de commandes sont pas encore énormes. En général, c'est toujours comme ça. Une innovation pénètre le marché plutôt par le haut. Donc, c'est souvent, voilà, les innovations sont assez coûteuses. Et ensuite, au fur et à mesure que les volumes augmentent, les prix mécaniquement ont tendance à baisser. C'est le cas pour toutes les innovations. La première phase qui coûte cher sur des petits volumes. Après, il faudrait qu'un gros industriel s'en empare et mette le paquet dessus. Arriver à des volumes, il y a un seuil critique en fait qui fait que le prix est commercialisable. Et donc à partir de là, si on arrive à industrialiser le concept, il n'y a pas de raison que ça soit plus cher que le ciment standard d'aujourd'hui alors. Non mais sans... Non, a priori, il n'y a pas de raison, mais... Ok. Mais voilà, il faut effectivement, comme le disait Thierry, je crois qu'un industriel s'en empare et produise à grande échelle. Et dans un premier temps, il faut aussi qu'il y ait des industriels courageux qui soient prêts à investir plus pour avoir des matériaux intéressants comme celui-ci. Voilà, nous, on est à Innovatech, on référence des matériaux un petit peu en amont, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire qu'on a 90% de la matériothèque constituée de matériaux qui sont commercialisés, industrialisés, mais la plupart du temps, ça reste comme ces matériaux-là que je vous présente, une commercialisation qui est en relativement petit volume, on va dire. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, l'innovation se déploie et les volumes augmentent. Mais nous, on est là justement pour favoriser la diffusion de savoir et favoriser mettre en fait un coup de projecteur sur ces innovations-là au moment où elles émergent, en espérant que d'ici 2, 3, 5 ans, ces innovations-là, on puisse les retrouver de manière plus large sur le marché. J'ai l'impression que ce que vous nous présentez, c'est des productions françaises. C'est le cas? Pas pour celle-ci, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que j'ai tendance à être un peu chauvine. Donc, non, mais plus sérieusement, si j'ai le choix entre deux innovations similaires, avec une innovation française et une innovation étrangère, forcément, on va choisir la française, non pas parce qu'on est forcément attaché à la France, mais du moins choisir une innovation, entre guillemets, locale ou proche. Donc, une innovation suisse ou allemande à la frontière, ça m'intéresse bien sûr tout autant. L'idée étant de limiter au maximum les transports. Ok. Mais après, c'est pas dans la matériothèque, on a de tout. On a des innovations qui viennent des États-Unis, d'Asie, d'Australie, vraiment de partout. Là, dans ce cas-là, pour le biociment, c'est pas une solution à mettre en œuvre nous, c'est plutôt des produits finis déjà confectionnés par les sociétés en question. Oui, c'est plutôt sous forme de dalles. En fait, vous la retrouvez sous forme de carrelage, de dalles, de choses comme ça. D'accord. Et en aucun cas mise à disposition du matériau pour en faire quelque chose par nous-mêmes. Ça se négocie avec l'entreprise, hein, pourquoi pas. D'accord. En général, les entreprises qui mettent au point une innovation comme ça, elles sont quand même assez ouvertes. Et si elles passent par nous également, c'est pour ensuite être contactées par des industriels qui peuvent leur faire des propositions de partenariat. Donc voilà, c'est des entreprises qui sont en plein développement. Donc je suis en train de rechercher celle-ci. Hop, donc celle-ci, par exemple, là j'ai la référence sous les yeux, elle vient des États-Unis. Très bien. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu loin, mais on n'a pas trouvé de... Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe pas en France, en tous les cas. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est plutôt disponible sous forme de carreaux prêts à poser. Mais bon, à voir avec l'industriel. Donc, je vous le disais, en termes de propriétés mécaniques, on est par rapport au ciment traditionnel. On a des propriétés similaires, voire même supérieures, selon les premiers essais qui ont été réalisés. En termes de résistance à la compression, en termes de légèreté, d'absorption au choc, de résistance au gel et de tolérance dimensionnelle. Voilà.
pourrait donc imaginer faire un dessus de table basse, un dessus de meubles, bien sûr avec le RAID, et après potentiellement quelque chose qui pourrait se transporter facilement sans se casser, ou vous n'avez pas forcément l'idée? Parce que nous, en vente par correspondance, on arrive à transporter du marbre. Oui, bah c'est pareil. Vous avez une charge minérale à l'intérieur. C'est pas pire que de transporter du marbre. C'est pareil, il faut mettre en place les mêmes précautions, on va dire. Et là, j'en ai viande, justement. Mais oui, bien sûr. Évidemment, là, je vous le présente. À l'heure actuelle, c'est plutôt des petites dalles, des carrelages, mais on peut tout aussi bien, évidemment, l'envisager pour du plan de travail. Ou des dessus de meubles ou autre. Ça se ponce. On peut envisager de le poncer pour lui donner un grain plus fin. Ou alors avec un moule. Si c'est réellement, si une procédé, c'est bien un ciment, après tout dépend de l'agrégat qu'on. Alors, je vous entends pas très bien, mais oui, l'échantillon que vous avez est un peu rugueux, si je me souviens bien, c'est ça? Oui. Oui. On peut faire plus lisse. Et donc, je passe ensuite au dernier échantillon que Thierry va vous faire passer, le plus gros. Alors, c'est un objet, c'est une assise de tabouret, en fait, que nous avons imprimé donc en interne à FCBA, à base d'un tout nouveau filament d'impression 3D qui est constitué de lignine, donc à base de lignine, donc extraite de bois. Donc, au début, on a vu le matériau slim qui avait été développé par la société Voodoo, qui était donc délignifié. On pourrait tout à fait envisager récupérer cette lignine pour l'utiliser de cette manière et créer du filament d'impression 3D. C'est un matériau qui a été co-développé par FCBA dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Woo 3D. Et donc, c'est le tout premier filament comme ça à base de lignine. Donc, c'est-à-dire, quand je dis à base de lignine, c'est que la lignine n'est pas une charge, mais bien l'élément principal qui constitue le filament. Parce que la plupart du temps, on va retrouver des filaments PLA avec des charges diverses. Donc, sur le marché, déjà, on va trouver des charges très, très variées, particules de bois, de tout type d'essence, marc de café, coquilles d'huîtres, enfin, tout ce que vous voulez. Mais ici, l'innovation, c'est vraiment que la lignine est présente au sein du filament en plus grande proportion que le PLA, qui constitue évidemment, qui est également ajouté pour compléter la formulation finale du matériau. Et donc cette lignine, elle est issue de l'industrie du bois. Donc c'est vraiment en fait c'est un coproduit qui est valorisé de cette manière-là et associé au PLA, donc en thermoplastique biosourcé. Elle permettrait du coup à l'échelle industrielle de valoriser ce coproduit qui a une forte valeur ajoutée dans ce filament, donc une toute nouvelle application innovante qu'on peut ensuite évidemment utiliser sur des imprimantes 3D traditionnelles, donc des pots de filament traditionnels type Ultimaker ou autre, de petit ou grand volume. Et donc là, l'objet que vous voyez a été imprimé à Bordeaux sur notre nouvelle imprimante grand volume, qui est encore en cours de déploiement. Et ce matériau, alors là, je digresse à mort, pourrait être injecté plutôt que d'être utilisé en filament pour une imprimante 3D? Potentiellement, oui. Ça n'a pas encore été fait, mais potentiellement, en termes de composition même, du coup, c'est un polymère, donc... Ça chauffe. Oui, Donc après, le filament, pour avoir discuté avec les... Excusez-moi. Je pose la question pour la réalisation de l'objet, là, c'est combien de temps à peu près? Avec l'impression 3D? Ça se fera en minutes ou en heures? En heures. Non, en heures, ouais. En heures, là, c'est plusieurs heures. C'est à peu près 17-18 heures d'impression, là. D'accord. Parce que la forme est complexe aussi. Enfin bon, après, c'est l'objectif de l'impression 3D, d'aller sur des formes complexes. Et donc ensuite, évidemment, le filament, les personnes en interne qui ont développé ce matériau ont testé plusieurs proportions
Elles sont montées au max jusqu'à 70% lignine, 30% PLA. Mais plus la base lignine est importante, plus le matériau est quand même complexe à mettre en œuvre derrière et plus on a de potentiels problèmes d'impression. Donc, bon, je discutais avec le responsable du projet qui me disait qu'une proportion 60-40 était raisonnable, on va dire. 60% en lignine et 40% PLA. PLA, c'est quoi? Voilà. C'est un thermoplastique biosourcé. Oui, c'est ça. C'est un thermoplastique qui peut être biosourcé ou non, mais là, en l'occurrence, évidemment, on a choisi un PLA biosourcé. Donc, il faut faire attention à ce terme. C'est le matériau. Quelqu'un qui me l'a sorti en vrai. Le plastique était naturel. Ouais. C'est naturel. Ah bah, base de pétrole, et il suffit de se baisser pour avancer. On a aussi vu des vendeurs PVC, le PVC comme biosourcé. Bien sûr, oui. Ça n'engage que ceux qui y croient. Hein. Il faut rester critique. Ça, J'ai fait une capture d'écran. On a une discussion sur le côté naturel du pétrole. Non, mais pour l'avenir, à l'avenir, parce que je ne sais pas si tu vas refaire la conférence, mais on s'interrogeait, on avait une analyse critique du terme biosourcé. Ouais. Parce que le biosourcé, le pétrole est biosourcé. Oui, bah, techniquement, tout est biosourcé du coup. Mais non, c'est un terme, pour avoir un peu travaillé sur le sujet, c'est complexe comme thème, parce que c'est un terme qui est employé un peu à tort et à travers. Certains matériaux sont annoncés biosourcés, alors qu'en réalité, ils ont une charge biosourcée de 20% seulement. Donc, c'est relativement négligeable à l'échelle du matériau dans sa totalité, mais ça suffit pour le déclarer en tant que matière biosourcée. Donc, bon, mais sinon, la notion de biosourcé par rapport au pétrole dont vous parliez, c'est qu'on va considérer qu'une matière est biosourcée si son échelle de renouvellement est relativement courte. Donc, ce sera des matériaux issus de la biomasse végétale ou animale, donc ces biomasses qui seront capables de se reconstituer à l'échelle humaine, en termes de temps, à une échelle relativement courte. Parce que le pétrole, effectivement, est issu de la nature, mais à ce niveau-là, tout est issu de la nature, de fait. Mais c'est une ressource qui est dite fossile parce qu'elle se renouvelle à une échelle de temps qui dépasse largement notre consommation. Donc, elle n'est pas considérée comme renouvelable à l'échelle humaine. Et par contre, là, pour revenir sur le dernier produit que vous nous avez présenté, oui. 60% de ligne, est-ce que, puisque vous avez contribué au développement, est-ce que vous pouvez imaginer de substituer les 40% restants par d'autres éléments de charge qui pourraient être, eux, issus, on va dire, de poussière de bois ou de je ne sais quoi, qui pourraient finalement permettre d'avoir une qualité de matériau, non pas pour l'impression 3D, mais je reviens sur la question de l'injection. C'est le liant, en fait. Le PLA, c'est le liant, le PLA. C'est la colle, si on veut, quoi. Mais, donc, ça ne peut pas être une poudre de bois. Non, il faudra rester sur un élément, sur un polymère thermoplastique pour pouvoir... On avait le fourreau oléagineux tout à l'heure qui servait d'adhésif dans les panneaux. Oui, c'est un adhésif, mais ça ne pourra pas être employé comme le PLA de la même manière. La formulation finale ne sera pas compatible avec l'industrie. On n'a pas peur de vous ennuyer, alors vous proposez des nouvelles pistes. Comment ? Ils ne veulent pas t'ennuyer, c'est pour proposer des nouvelles pistes. Mais je vais appeler Gilles et je vais lui proposer, la personne chez nous qui s'occupe du projet. Bon, voilà, c'est des porteurs de projets et des chimistes qui formulent tout ça. Mais je pourrais en discuter avec eux et puis vous faire un retour si vous voulez. Voilà, et donc suite à la présentation de ces quelques matériaux issus de l'exposition Biome, donc quelques matériaux parmi tant d'autres, je vous encourage, bien entendu, si l'innovation matériaux, si cette thématique vous intéresse, à prendre contact avec nous. Il y a Thierry qui est présent aujourd'hui pour en découvrir bien plus encore. Je vous le disais, à la Matériothèque, j'ai plus de 2000 références, tout type de matériaux confondus. Et dans le cadre de cette exposition, j'avais des produits assez variés, comme également la première chaise française en bioplastique qui était présentée donc, sur le salon Architect at Work. J'avais également un packaging protéiforme que vous voyez sur l'image en haut à droite,
qui est inspiré des liaisons entre atomes et qui permet du coup de s'adapter à l'objet contenu. De la porcelaine biominérale, un matériau anti-reflet qui est inspiré des yeux de papillon de nuit et qui sort tout droit d'un laboratoire de recherche allemand. Des baskets en cuir de raisin, donc une autre alternative au cuir animal ou cuir synthétique dont je vous parlais tout à l'heure via le Deserto. Donc ici du cuir qui est produit à partir de déchets de l'industrie du vin. De l'encre à base d'algues ou encore une solution inifuge qui a été également co-développée par FCBA et qui est bio-inspirée et biosourcée puisqu'elle est issue de chitosan qui est un composant que l'on retrouve dans les carapaces de crevettes. Donc vous voyez des solutions très très variées à destination de tout type de secteur que l'on pourra retrouver chez nous. Et donc voilà, si vous le souhaitez, vous avez ici mon mail pour me contacter directement ou via Thierry, évidemment. Léa, il y a les 2 autres échantillons là, à les faire passer. Oui, si tu veux, bien sûr. Alors, il y avait 2 autres échantillons qui faisaient partie de l'expo également, que je n'ai pas présenté aujourd'hui, parce que bon, je ne savais pas si on aurait le temps ou pas, mais vous avez Malakio, donc c'est celui-ci qui passe, et le Kerlin. Donc, le Kerlin, c'est la grande plaque qui me paraît assez intéressante aussi pour vos usages respectifs. Donc, c'est un composite de lin qu'on peut retrouver sous différentes formes, hein, sous forme de panneaux plus ou moins épais, panneaux simples ou panneaux sandwich avec une lame en liège, par exemple. Différentes couleurs, mais toujours des teintes naturelles, du blanc, du crème, du beige, du marron, en version lisse ou en version texturée, avec fibre apparente ou pas. Et donc, c'est un matériau qui est 100% français, produit de manière locale avec du lin, du coup, local, puisque la France est le premier producteur de lin en Europe, et associer ce lin avec une résine PLA dont on parlait tout à l'heure, qui permet de produire ces panneaux-là à destination de l'ameublement notamment et de l'aménagement intérieur. Donc aucune émanation chimique. Et je repense à ça également. Tout à l'heure, je vous parlais du panneau MDF Evertree. Un autre avantage du panneau dont je ne vous ai pas parlé également, c'est qu'il ne dégage aucun COV, contrairement au MDF traditionnel, enfin du moins des très très fines émissions de formaldéhyde qui sont 10 fois inférieures à la norme européenne, puisqu'en fait on est à 0,001 il me semble. Et c'est donc un taux de formaldéhyde qui est identique à celui du bois massif. Donc, si vous utilisez ce MDF sous forme de panneau dans vos mobiliers, c'est exactement comme si vous aviez chez vous une bûche de bois. Vous aurez le même taux de formaldéhyde. Voilà. Donc, c'est aussi un élément quand même très important à prendre en compte au moment du choix matériaux. Il y a un aspect écologique qui est très important, que l'on retrouve dans le Kerlin, le panneau que je vous fais passer. Et il y a un aspect aussi en termes de santé humaine qui est non négligeable. Donc le Kerlin, la même chose, vous n'avez pas d'émanation chimique, pas d'émanation, pas d'autres types de COV voilà, qui vont polluer l'air intérieur. Donc c'est un matériau, là, le Kerlin, qui est alternatif au plastique et qui est recyclable en fin de vie également, ce qui est quand même assez rare. Vous pouvez le thermoformer, le plier, l'usiner, le travailler vraiment de plein de manières. Et nous avons également le Malakio que je vous fais passer, qui peut être utilisé pour de l'objet ou du plan de travail, par exemple. Donc le Malakio... Comment? Il est passé en premier, en fait. Ah bon, mais c'est un petit jeu de mémoire. Je vous décris les matériaux à l'envers et après, il faut les retrouver. Alors, donc le Malakio que vous avez vu en premier avec son aspect terrazzo qui est assez intéressant est constitué donc de carapaces de mollusques divers et variés associés entre elles. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour du plan de travail, par exemple. C'est donc cette charge en fait minérale qui est issue des coquillages est associée à une résine biosourcée. Mais je n'ai pas plus de détails sur la composition de la résine en tant que telle. Je sais juste qu'elle est non nocive pour la santé humaine et qu'elle est à faible impact environnemental. Et ensuite, vous pouvez vraiment formuler votre matériau tel que vous le souhaitez, puisque vous composez, vous choisissez en fait l'aspect esthétique de votre terrazzo par rapport aux ressources minérales qui sont introduites à l'intérieur, en faisant varier les couleurs et les aspects en termes de granulométrie pour obtenir des aspects esthétiques variés. Voilà.
Donc 2 petits autres matériaux bonus. Petite question, tout ça on le retrouve dans votre base de données, si je comprends bien en ligne, tous ces éléments-là. Alors, excusez-moi, je ne vous entends pas. On retrouve tout ça dans la base de données en ligne sur abonnement. Voilà, c'est ça. Donc, sur notre site internet, vous pouvez souscrire à un abonnement qui vous permet d'accéder à toutes nos fiches matériaux que l'on rentre au fur et à mesure de notre veille. Fiches matériaux sur lesquelles vous retrouvez donc les détails, un texte descriptif, photos, caractéristiques techniques des matériaux qui nous sont communiqués par les fournisseurs et surtout les contacts de ces fameux fournisseurs pour que vous puissiez rentrer en lien avec eux directement et leur passer commande. D'accord. Est-ce que vous êtes à l'initiative de rencontres entre les différentes entreprises ou entre les différents procédés? Je prends l'exemple un peu basique de la présentation. On commence par un matériau duquel on extrait la lignine pour arriver à un matériau qui part de la lignine. Est-ce que vous êtes un peu à l'initiative de ces rencontres pour passer des caps encore un peu supérieurs en termes d'innovation recherche? À l'échelle d'Innovatech, pas tellement. Ce sera plutôt dans nos équipes de recherche et développement, du coup, que ces rapprochements pourront avoir lieu. Donc, à l'échelle FCBA, oui. Moi, personnellement, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Mais nous, on effectue plutôt des rapprochements innovants entre entreprises, mais pas au stade de R&D. Après, c'est-à-dire qu'on a par exemple le programme Alternative qui permet de mettre en relation des industriels qui ont un besoin en termes d'innovation matériaux avec des industriels fournisseurs. Donc, par exemple, on travaille principalement dans le domaine du mobilier à l'heure actuelle, puisque je fais partie du pôle aménagement des espaces de vie. Et on a abouti à plusieurs prototypes de mobilier qui sont nés en fait du match entre deux sociétés. Donc, une entreprise, par exemple, qui fait du meuble et qui souhaite, ou qui fait des portes de placard et qui souhaite remplacer le matériau traditionnel qu'elle utilise en porte de placard. On va la mettre en relation avec une société qui produit des panneaux biosourcés tels que par exemple le Kerlin et on obtient le premier prototype de porte de placard 100% biosourcés, voilà, avec des matières alternatives. Et donc ensuite, ces prototypes, ils sont évidemment mis en valeur, exposés sur les différents salons qu'on peut réaliser, etc. Donc moi, je me situe plutôt, je ne suis pas tellement dans la phase amont R&D, ça ce sera vraiment d'autres équipes. Et Thierry peut vous orienter vers les bonnes personnes. Moi, je me situe vraiment sur la phase, une fois que le matériau en fait, a été développé, et on se positionne après sur le transfert en termes de technologie vers une application mobilier ou autre. Voilà. Mais c'est intéressant dans le sens où quand on travaille sur un prototype comme ça de mobilier, forcément, on va faire face à un cahier des charges qui va souvent nous permettre de repousser un peu les limites de la matière. Et donc, par la même occasion, l'industriel en face qui a développé son matériau, vous le voyez là, vous m'avez posé plein de questions. Donc, l'industriel en face, il est aussi obligé souvent d'upgrader un petit peu son matériau et de le retravailler pour correspondre au cahier des charges de l'industriel et pouvoir aboutir au projet final. Donc, on travaille aussi avec des matières qui sont comme ça en perpétuelle évolution. Mais sinon, dans la matériothèque, comme je vous le disais, on a 90% de matériaux qui sont commercialisés déjà en l'état et qui ont donc un indice TRL, donc c'est l'indice en fait en termes de veille qui nous permet de positionner le matériau par rapport au marché en termes d'étapes de maturation. Donc plus l'indice TRL est bas, plus on est près du stade de concept, recherche et développement. Et plus l'indice TRL se rapproche de 10, plus on est près de la commercialisation en fait. Donc, nous, on se positionne quand même souvent sur des indices TRL autour de 7, 8. Et puis, je me permets dans les expositions de référencer quelques matériaux qui ont un indice TRL plus bas, qui sont encore en cours de recherche et développement et qui sortent parfois de laboratoire, parce que j'estime que c'est des matériaux à fort potentiel et qu'on les retrouvera certainement sur le marché dans les années à venir. Donc, on se permet de les référencer, mais on précise qu'à l'heure actuelle, c'est des matériaux qui ne sont pas encore disponibles. Donc, j'ai par exemple des petites pépites comme ça, mais des choses, j'ai de la fourrure, mais végétale. De la fourrure, vraiment, on dirait de la fourrure animale, mais qui est totalement produite à partir de fibres végétales, de capoc. Mais ça, c'est un matériau pépite, mais qui n'est pas disponible à l'heure actuelle, qui n'est pas du tout commercialisé, industrialisé. Donc ça représente une faible proportion des matériaux que l'on a. Mais c'est important aussi de pouvoir les référencer, de les mettre en valeur.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces matières ou d'une manière générale par rapport à Innovatech? Tu les as scotchés. Ah bon? Mais on le prend bien. Hein. De la colle. Est-ce que ces matériaux vous ont inspiré? On se rend compte qu'on peut tout faire en bio. Ben, j'espère bien, oui. C'est mon but, et de démontrer qu'on peut essayer d'aller vers des alternatives matériaux plus vertueuses. Et les thématiques que je choisis des dernières expositions tournent tout autour de ça. Hein. J'avais développé l'exposition ressources qui tournait autour du recyclage et des matières premières secondaires. Ensuite, on a eu l'exposition biome, là, donc toutes les matières en rapport avec la nature, biosourcées, biomimétiques, etc. Et là, la prochaine exposition sur laquelle je travaille traitera du local et des innovations faites en France, made in France. Donc, la relocalisation de notre innovation pour faire face aux crises multiples et variées auxquelles nous faisons face, sanitaires, économiques, politiques, environnementales, etc. Si j'aurais une question liée cette fois au développement de projets architectural, parce que sur l'ameublement, on voit là, vous avez un accompagnement, par en tout cas une proximité, manifestement, avec le monde de l'entreprise dans le champ industriel. Par contre, imaginons que des architectes souhaitent travailler au développement de nouvelles manières de concevoir. Est-ce qu'il y a au sein de votre structure des gens qui peuvent les aider à la conception pour s'orienter vers des choix un peu précis, un peu fins? Donc là, c'est les équipes de Bordeaux qui sont dédiées au bâtiment, donc avec des collègues qui sont sur la structure, d'autres sur la menuiserie, d'autres sur les revêtements. Mais il faut des innovations de cette... Et ben, Gilles, dont elle parlait, est à Bordeaux. Donc, il y a le laboratoire de chimie aussi. Et les collègues dont je vous parle, c'est deux bureaux l'un à côté de l'autre. Hein, ils se voient à travers la porte. Donc, ils sont en capacité d'accompagner, oui, des entreprises avec, malgré tout, derrière les contraintes, les calculs Eurocode, les réglementations incendie, voilà, tout ça, les compétences sont à Bordeaux pour ça. On travaille en lien, évidemment, voilà, avec les personnes qui sont compétentes à Bordeaux sur tout ce que disait Thierry, et puis nous, avec la partie matériothèque et les matières innovantes qu'on référence. C'est vrai que le pôle environnement, aménagement des espaces de vie est beaucoup plus multimatériaux que les collègues de Bordeaux, même s'ils ont des matériaux bois composites, qui sont plus sur du panneau et du bois. C'est vraiment une chance d'avoir cette matériothèque multimatériaux comme ça en interne. Et d'ailleurs, on est le seul centre technique industriel à disposer d'une matériothèque comme ça multimatériaux, puisque la plupart des autres CTI ont des matériothèques axées sur leurs matériaux de prédilection. Et puis nous, dès la création de la matériothèque, on s'est mis à référencer un petit peu de tout, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très rare d'avoir des projets comme ça monomatériaux, donc on est amené à travailler avec des associations de matières, même si notre cœur de métier de base reste évidemment le bois et les matières biosourcées. On peut accompagner aussi des projets qui sont constitués de tout type de matières associées entre elles. D'ailleurs, la plus grande des familles que l'on a au sein de la matériothèque, c'est la famille des polymères, biosourcés ou non. Et est-ce que vous savez s'il y a des travaux, des rapprochements qui sont faits? Parce que nous, dans l'ameublement, ce qui pourrait nous intéresser dans ce qu'on a vu très directement, c'est le MDF, je l'appelle encore comme ça. Lui, intérêt direct. Après, nous, dans l'ameublement, je crois quelle que soit la taille de l'acteur, on va être confronté à la disponibilité, donc la quantité sur le marché et le prix. Et parce qu'en fait, on est prêt à basculer. Hein. Non. Il y aura toujours des contraintes techniques, ça c'est sûr, des essais à faire. Mais si un matériau qui en prix est acceptable dans le produit final pour le client et que la quantité elle est là, elle est suffisante pour tout le monde, pour des premiers acteurs qui voudraient se lancer, j'aurais dire on y va. Donc aujourd'hui, quels sont les freins? C'est du lobbying. Dans le lobbying, qui pourrait justement faire poids du corps pour aller dans le bon sens?
Alors, FCBA fait du lobbying, mais je vous ai dit dès le début, on a nos amis en face qui sont un peu costauds. Oui, mais comme nous, c'est nos fournisseurs. On peut peut-être aussi faire bouger les choses. Mais là, le médium, on est sur un produit qui est industrialisé déjà, il est en phase industrielle. Mais sur quel volume? Donc Oui, là, il est disponible. Si vous allez sur le site Panneau de Corrèze, vous allez le trouver et vous pouvez prendre contact avec les commerciaux directement de Panneau de Corrèze qui sont aussi présents sur la plupart des salons depuis 1 an et demi, 2 ans. Je les vois sur les salons architectatoires, par exemple, et vous pouvez tout à fait déjà passer commande auprès d'eux. Parce qu'il y a eu une étude, il y a, alors, on parle d'un temps, blablabla, vous connaissez la chanson. Donc, en 2000 ou 2001, il y a eu une étude menée par le FCBA, mais c'était il y a 20 ans. Elle mériterait peut-être d'être faite, ou en tout cas pilotée par le FCBA, parce que vous êtes multi-compétences. C'était là, je ne sais plus qui avait diligenté ça. En fait, c'était substituer le panneau de particules. Ou comment le substituer par quoi? Au bout d'un gros nombre de mois de travaux, en fait, la réponse était qu'il n'y avait pas de substitut. À date, il n'y avait pas de substitut. Et justement, c'était il y a une bonne vingtaine d'années. Donc, je pense que ça mériterait d'être fait avec justement toutes les avancées qui ont été faites par vous, par toute la connaissance qui a été acquise au FCBA, puis certainement dans les autres centres techniques. Je pense au CSTB. Il va certainement être sur les mêmes questionnements. Parce que nous, de l'autre côté, je ne vais pas dire on attend que ça, nous, on est des transformateurs. Si la matière devient disponible et accessible, je viens pour le client final dans les prix, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Oui, je comprends. Et ça peut être un sujet que je peux faire remonter du coup dans l'équipe, un sujet à traiter pour l'année prochaine, par exemple, si ça vous intéresse. Après, voilà, c'était un sujet qui avait été traité donc il y a 20 ans. Est-ce que la question, c'est toujours substituer le panneau de particules ou est-ce que d'une certaine manière, là, en développant un adhésif biosourcé, on n'a pas aussi un peu répondu à la question, on n'a pas substitué le panneau de particules, mais on en a créé un nouveau qui n'a pas les contraintes que l'on pouvait rencontrer avec les MDF traditionnels. Donc, d'une certaine manière, on a peut-être quand même partiellement répondu à la question. Sur la techno, je dis peut-être. Je dis bien peut-être, parce qu'on n'usine pas du MDF comme du panneau de particules, donc ça se passera pas. Oui, bien sûr. Mais... Voilà. Non, et après, il y a quand même la problématique de disponibilité en quantité. Et puis le prix, il faut que ça soit acceptable pour le consommateur final. Oui, mais dans ces matériaux nouveaux, même si à terme, mais du coup, c'est la question. L'ambition des industriels fabricants de matériaux d'y aller réellement. Ouais, mais justement, mais je crois que la courbe, il faut la monter ensemble, c'est-à-dire celui qui fabrique et celui qui veut l'usine. Je pense que le processus habituel, c'est quelque chose de luxueux, donc de cher au début. Et puis c'est ça qui va nous faire monter en puissance, en tout cas en volume. On ne pourra jamais avoir du jour au lendemain la mass market. Voilà. Non, mais donc, du coup, ça pose la question quand vous dites qu'il faut travailler ensemble. Je me demande si c'est pas. Attends, juste je termine, excuse-moi. Juste de se dire, est-ce qu'il n'y a pas effectivement à associer à ces matériaux nouveaux des designs, des choses comme ça, qui fait un produit luxueux dans sa forme et dans son matériau, qui permet de monter en puissance en termes de volume. Enfin, voilà, c'est la demande aussi qui va provoquer les volumes. Donc, c'est vrai que des gros faiseurs ont un poids aussi. Et c'est pour ça que la notion de prix, on la maîtrise pas. Enfin, on a fait le choix, nous, au sein d'Innovatech, de pas se positionner là-dessus. On n'a pas de catégorie prix sur notre site. Ou du moins, c'est très, très rare. Quand vraiment, c'est des prix fixes qui nous sont communiqués par les fournisseurs, mais c'est très rare. 95% des fiches ne sont pas renseignées à ce niveau-là parce que les prix vont vraiment, enfin c'est entre guillemets à vous de les négocier en fonction des volumes que vous commandez aussi et des délais d'approvisionnement. Donc si vous êtes prêt à basculer sur des gros volumes, forcément les prix, théoriquement doivent être plus intéressants. Donc voilà, ça c'est à voir directement avec l'industriel. Le procédé paraît tellement innovant, en tout cas répondre à tellement de questions qu'on se pose sur les COV, etc., qu'a priori, on a presque l'impression que ça peut tuer l'ancienne manière de faire. Et qu'a priori, les fabricants actuels de MDF pourraient être capables de l'intégrer aussi. Voilà.
Mais la contrainte, pour avoir discuté avec plusieurs industriels à ce sujet, le MDF, typiquement, c'est un matériau que je trouve très intéressant parce que c'est, voilà, dans l'univers de l'ameublement, c'est un peu la base, mais c'est souvent un matériau de structure qui est caché à la vue du consommateur. Donc, en termes de communication, il faut faire un effort particulier pour bien communiquer auprès du consommateur final que votre mobilier a été conçu avec un matériau de structure donc que vous ne voyez pas, que l'utilisateur ne voit pas, qui est à faible impact environnemental, etc. C'est pas directement visible et c'est pas directement appréhendable par le consommateur. Donc, le surcoût que vous allez avoir sur le produit fini, qui est quasiment, qui à l'heure actuelle est quasiment obligatoire, il faut l'expliquer, il faut le justifier par de la communication. Alors que par exemple sur le Woodoo, c'est un matériau qui est très esthétique et qui est un petit peu effet waouh entre guillemets. Donc là, le côté innovant, l'utilisateur final le perçoit tout de suite. C'est esthétique et c'est tout de suite compréhensible. Alors que sur du MDF, vous l'avez vu, visuellement, aucune différence notable. Et puis de toute façon, c'est un matériau que la plupart du temps qu'on ne voit pas dans le produit fini. Donc il faut faire un effort de com et de pédagogie pour diffuser l'innovation et pour l'expliquer. Il y a un exemple en construction bois justement, c'est Woodeum, un promoteur immobilier qui construit énormément en CLT. Et lui, il est allé voir Storenzo, il a dit moi je t'en achète tant de mètres cubes par an, qu'est-ce que tu me fais comme prix? C'est un truc assez innovant. Et Storenzo a dit je te fais tant, et ils ont fait énormément de volume. Donc c'est l'exemple d'un vendeur au client final qui allait voir un producteur et qui lui a dit... La demande qui tire la production. Ouais. Ouais. Et nous, c'est notre seul... moi, c'est ma volonté ultime. Je déniche des innovations, je les porte à la connaissance du plus grand nombre via des expos, des conférences, etc., différents supports de com. Et mon seul espoir, c'est de voir ces innovations comme ça saisies par des industriels et puis derrière, de les retrouver en gros volume sur le marché et de pouvoir les sourcer plus facilement dans les années à venir. Et juste à propos du panneau de particules, parce qu'il existe un panneau de particules justement avec une colle biosourcée comme ça? Oui, le Beyond. D'accord. Il existe, mais après, c'est pareil, c'est pas des quantités qui sont énormes. Alors, je vous cherche un peu plus de détails là-dessus. Parce que le panneau de particules, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a énormément de bois B, donc des déchets de bois des éco-organismes, écomobiliers, tout ça, qui sont déchiquetés, qui retournent énormément dans les usines de panneaux. Donc c'est pour ça que je me demandais, substituer le panneau de particules, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une filière qui absorbe pas mal de déchets de bois? Il y a un pays d'Europe, de toute façon, sa production de particules, c'est du 100% recyclé. Ils ont pas assez de forêt recyclée. Il y a pas. Tous les panneaux faits en Italie sont 100% recyclés. D'accord. Il n'y a plus de bois neuf dedans, depuis même longtemps, parce qu'ils n'ont pas assez de forêt. Donc en fait, ils sont juste orientés là-dessus. Là, si vous êtes intéressé par les panneaux de particules, j'ai le Beyond, par exemple, donc BE.YOND, qui est commercialisé par Swiss Chrono, qui est donc un panneau de particules biosourcé à 98%, constitué de chutes de bois issues de forêts gérées durablement et d'une résine biologique qui s'appelle la DuraBend et qui est développée par la société EcoSynthetics. Et donc, c'est un panneau de particules qui va avoir le même taux d'émission de formaldéhyde que le MDF dont je vous parlais tout à l'heure, donc 0,01, donc ce fameux taux qui est 10 fois inférieur à la norme européenne, équivalent au bois massif. C'est un produit qui est produit en France, c'est le cas de le dire, à 90% grâce à des énergies renouvelables également. Donc, un produit qui apparaît plutôt vertueux. Il est compatible avec les milieux humides et en termes de revêtement, on peut le mélaminer ou le stratifier. Voilà. Oui, je suis. C'est tous un peu ça à un moment ou à un autre. Hein. Ouais. Et pour satisfaire ma curiosité, quand je regarde d'ici de là, je vois le MDF et puis je vois le tabouret. Et la différence que je vois entre les deux, c'est que le tabouret est plein de trous. Et dans la série sobriété, est-ce qu'on ne peut pas faire du MDF qui ait les mêmes caractéristiques mécaniques suffisantes, mais plein de trous? Donc c'est pour éviter de consommer plus de bois.
Extrudé. Extrudé, mais tu n'auras pas les mêmes propriétés mécaniques, principalement. Il y a du Non, après, particule extrudé. Oui, j'ai plusieurs types de panneaux alvéolaires assez intéressants à la matériothèque. Voilà, bon, après, avec des âmes variées, avec des MDF, par exemple, mais fins en tant que peau, en tant que revêtement, et puis à l'intérieur, des âmes variées, soit en carton, soit en bois moulé. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. J'en ai un notamment qui est assez intéressant, qui s'appelle le Lysocor, et qui a une très très bonne stabilité dimensionnelle, qui est très léger par rapport à sa résistance mécanique aussi, puisqu'en fait, vous avez deux pots, si vous voulez, de chaque côté, en MDF très très fin, associés à une âme en bois moulé, et comment dire, la fixation, enfin l'âme est associée au pot de revêtement de deux manières, grâce à une colle et grâce à un emboîtement en fait. Il y a un fraisage qui est réalisé dans les parois qui permet d'emboîter l'âme dans les parois, plus la colle, ce qui permet d'avoir une très grande résistance mécanique, une stabilité dimensionnelle même au niveau des champs qui va être très très bonne pour un matériau proportionnellement à ses résistances mécaniques très léger, et à l'intérieur duquel vous pouvez faire passer des câbles aussi, donc faire passer directement dans votre meuble ou dans votre cloison, avoir la sortie électrique qui arrive exactement où vous le souhaitez. Donc je vais avoir aussi des offres comme ça dans la matériothèque de panneaux avec des âmes variées qui permettent aussi de s'inscrire dans une démarche environnementale, non pas tellement au niveau de la formulation du matériau en tant que tel, mais plus au niveau des phases de transport, de mise en œuvre, puisque l'aspect léger du matériau va permettre d'abaisser le bilan carbone du transport notamment, et donc avoir une super influence au niveau de l'analyse de cycle de vie final du produit. D'autres questions? Non. Après, je ne peux que vous encourager à passer à la matériothèque de Champs-sur-Marne, à prendre rendez-vous, à passer et puis faire une petite visite, voilà, si ça vous intéresse. Et vous pouvez même visiter les laboratoires en même temps. Ouais, d'ameublement. Voilà. Ah, ça vaut le passage. Il faut faire l'effort pour y aller. Bien, bah, écoute Léa, merci beaucoup. De rien. Je reste disponible du coup par mail si vous avez des questions qui vous viennent dans les prochains jours. Merci bien. Merci. Bonne soirée. Salut Léa. Merci à vous. J'espère que la présentation vous a plu. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.